Chers téléspectateurs, bienvenue à notre nouvelle émission, Le mariage chez nous. Voulez-vous savoir comment le mariage se prépare et se célèbre dans l'ethnie Mondang, Goulei, Lélé, Zakawa, Kim? Le rendez-vous, c'est nulle part ailleurs. C'est seulement sur la télé Tchad. Aujourd'hui au plateau, nous avons des illustres invités. À ma droite, le chef de canton, Lélé, et à ma gauche, l'honorable député Lélé. Votre Majesté, je vous laisse la parole. Je suis Sam Doudou Félix, chef de canton Lélé. Ok, merci. Je suis le député Bana Bandilan, élu de la circonscription de la Tangile-Ouest. Ok. Notre assise aujourd'hui nous donne la possibilité de faire connaître la quintessence de nos coutumes, de notre tradition à nos téléspectateurs. Et aujourd'hui, nous sommes au pays Lélé. Donc, vous allez nous faire un peu historique et la situation géographique du peuple Lélé et de sa culture, bien sûr, honorable. Oui, la communauté Lélé se trouve dans le département de la Tangile-Ouest, et principalement dans la sous-préfecture de Bologo. Ils sont aussi en majorité dans la commune de Télo. Et on trouve également cette communauté dans la sous-préfecture de Dafra, au département de Mandagé. On les trouve aussi dans la sous-préfecture de Béré. Mais on trouve une communauté Lélé dans le département de Moyedala, dans le Moyen-Kibi Ouest. Ok, Votre Majesté, parlez-nous un peu de la coutume Lélé dont vous êtes le garant. La coutume Lélé, nous respectons souvent nos traditions dans le domaine de mariage, dans le domaine de mort, dans le domaine d'adoration et je crois le mode de vie en société. Voilà, c'est ça. Ok. Nous allons nous focaliser un peu sur le mariage traditionnel, le mariage selon la coutume Lélé. Comment se fait le mariage, de la préparation à la célébration? Bon, le mariage, c'est impactant, c'est entre deux individus de sexe opposé qui désirent vivre ensemble. Et là, la première chose se focalise d'abord sur le choix. Comment choisir, n'est-ce pas, son conjoint. C'est d'abord le choix qui est important. Et là, autrefois, c'est le choix incombé aux parents des jeunes qui devaient se marier, peut-être à cause des liens d'amitié qui liaient les parents des deux jeunes qui devaient se marier. Et là, le papa, il choisit la petite qu'il devait donner à son fils. Et c'est comme ça que l'amitié se lie. Et après le choix vient le moment que je peux appeler le moment de demande de main. Parce qu'après le choix, bon, quand les jeunes acceptent déjà, n'est-ce pas, de se marier, et là on apporte les demandes de main, souvent symbolisées peut-être par deux cabris, un coq, un cabri, et puis quelques petits cadeaux. Et après la demande de main, va s'ouvrir le moment de fiançailles. Et là, le jeune peut venir rendre visite, n'est-ce pas, à la future mariée. La future mariée peut aussi être autorisée à se rendre chez les beaux-parents, mais sans de fréquentation, sans union intime. C'est toujours, si vous me permettez le terme, dans la sainteté. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et là, le moment de fiançailles permet à ces jeunes qui devaient se marier d'échanger, n'est-ce pas, de parler de leurs projets, de parler de leurs difficultés, etc. Et viendra le moment après les fiançailles, il y en a le moment de paiement de dot. Voilà. Et là, ces paiements de dot, les deux familles peuvent se rencontrer, discuter du montant si possible, discuter du montant qui généralement tourne autour de 120 000 dans la tradition. Tradition ancestrale ou bien actuelle? Non, bon, au village c'est 120 000. 120 000 depuis nos anciens. Oui, nous on n'aime pas avec les modernes là, 1 million. Quoi, au village ce n'est pas ça. Voilà, et là, on discute le montant de la dot qui peut être de 120 000. Et là, le jeune avec les parents peuvent apporter la dot. Quelquefois en symbole, les 120 000, on donne une bicyclette, on donne un bœuf, on donne quoi, et puis on évalue
avec le montant en CFA. Okay. On peut amener différentes choses et voilà. puis on peut faire la sommation de ça. Bien, si ça arrive à 120 000, c'est soldé. Mais quelquefois, ça ne peut pas arriver. Le montant peut être payé en plusieurs tranches. C'est ça, ça peut être payé en plusieurs tranches. Par exemple, vous avez apporté une bicyclette qu'on a évaluée à tel, un bœuf, un tel qui est monté à tel. Et là, les deux parents peuvent accepter que les deux jeunes se marient et la dot peut se poursuivre même après que la fille ait regagné son mari. Voilà, c'est ça. Et au pays Lélé, dans votre coutume, quel est l'objet symbolique du mariage? L'objet symbolique du mariage. Qu'est-ce que vous entendez par objet? Bon, au pays Sahara, ça peut être le couteau de jeu. Dans certains pays, c'est les saguets. Bon, il y en a aussi, c'est les coris, ainsi de suite. Et au pays Lélé, l'objet symbolique où on dépose pour le mariage, c'est quoi? Bon, quelquefois, on dit on amène un cabri. Oui. On dit on attache le pied de la fille. C'est symbolique. Oui, c'est quelquefois, c'est aussi un couteau de jet qu'on met. Mais à un autre aspect, le fiancé lui-même ne va pas directement voir sa belle famille. Il choisit généralement quelqu'un qu'il appelle son copain. Oui. Et c'est lui qui va de l'autre côté chez la fille. Il cherche aussi une autre personne qui est aussi le copain, son homologue. Et c'est les deux qui discutent. C'est les deux qui discutent. Donc quand l'accord est donné, c'est le copain. Le complice, celui qui est de l'autre côté, qui informe ici votre copain. Il dit que l'accord a été donné. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quand les jeunes ne sont pas encore matures, ils ne doivent pas encore se marier. Symboliquement, on amène soit un cabri par rapport à la petite, et à la naissance. À la naissance, le père va décider, il amène, puisque l'enfant à qui le bébé là va être marié, c'est aussi un petit. C'est aussi petit, oui. C'est un petit. On leur donne la possibilité de grandir jusqu'à ce qu'ils deviennent matures et ils consomment le mariage. Et là, le père envoie toujours soit le couteau ou bien le cabri. Et il dit qu'il attache le pied de cette fille-là. Pour son fils. Et à quel âge on donne une fille au mariage au pays Lélé? À quel âge? Autrefois, il n'y avait pas encore de loi positive qui détermine l'âge de mariage. Et là, on observe souvent la jeune fille, peut-être par l'âge, il y en a les seins qui poussent. Quelquefois, c'est les aisselles là. Quand ça pousse après les pupilles, les cycles menstruels, c'est-à-dire qu'avec le changement de voix, ce sont des caractéristiques qui montrent que la jeune là, elle est déjà à l'âge de se marier, elle peut supporter un foyer et généralement ça peut tourner autour des 16-17 ans. Ça c'est avant la publication de la loi positive. Voilà, c'est ça. Ça peut tourner autour des 16 ans, 17 ans. Et également chez le jeune garçon, c'est les mêmes caractéristiques, changement de voix, les aisselles, le pipi. Et puis bon, il y a des étapes aussi à franchir avec l'éducation traditionnelle après l'initiation par exemple. On sait que bon, il devient homme, il a déjà certaines caractéristiques à fonder un foyer. Et là, on peut décider de lui donner une fille ou décider de donner la fille à un garçon. Ok. Maintenant, bon, comme vous avez dit, maintenant il y a une loi déjà qui est en vigueur, qui est contre le mariage des enfants. Maintenant, en tant que chef du canton, que faites-vous pour harmoniser cette relation entre ce que la loi veut et la coutume essaie de prôner? Bon, maintenant, qu'est-ce que vous faites pour que ça puisse, vous puissiez faire ce que la loi veut, pour que la relation soit harmonieuse entre vous et l'État? Vous savez que quand j'avais dit plus haut qu'avant la publication de la loi positive, c'était vers les 16-17 ans, nous étions dans un monde traditionnel où les filles n'étaient pas à l'école. Je suppose les filles n'étaient pas à l'école. Nous, à l'époque moderne, il faut que les filles soient scolarisées pour tenir un bon foyer ou bien
pour connaître et gérer son foyer. Donc, la jeune fille qui est à l'école jusqu'à 18 ans, nous supposons déjà qu'elle peut être en terminale. Si elle ne pouvait pas reprendre une classe à 5 ans, on est au CP1. Après 13 ans de parcours, elle peut être en terminale, avoir le bac. C'est qu'elle est déjà adulte responsable, elle pouvait tenir son foyer. Donc, nous nous sensibilisons, n'est-ce pas, les parents des jeunes filles au village, de maintenir les enfants à l'école, maintenir les filles à l'école jusqu'à ce qu'elles aient le baccalauréat et plus. Et là, c'est qu'elles ont la faculté de gérer normalement le foyer, de s'occuper mieux des enfants, que de les laisser une fille analphabète à bas âge qui ne pouvait pas, et avec les systèmes de fistules, voilà. Quand on donne les enfants à bas âge, ça donne beaucoup de fatigue aux parents. Ok. Et est-ce que la famille au village, ils comprennent cela? Bien, nous, au niveau de l'Assemblée, nous avons un réseau de parlementaires pour la population et le développement. Nous sommes descendus par 2 fois déjà sur le terrain pour travailler avec tous les chefs de canton à l'effet de comprendre la loi 29 qui interdit le mariage précoce. Et non seulement ça, nous sensibilisons les chefs à sensibiliser à leur tour les parents pour qu'ils enregistrent les enfants. Et ça leur permettra de les inscrire à l'école, et y compris les filles. On a mis beaucoup l'accent sur la scolarisation des filles. Donc, quand la fille est inscrite à l'école, ce n'est pas pour la retirer demain et lui donner en mariage. Il faudrait qu'on laisse la fille là, aller jusqu'au bout, et opérer elle-même son choix. Ils sont en train de sensibiliser, puisqu'on a aussi un autre aspect des mariages qu'on n'a pas dit, le mariage par arabe. Ça s'est pratiqué beaucoup. Et là, généralement, c'est quand on trouve ça, c'est une belle fille et puis travailleuse. Et là, il y a beaucoup de prétendants. Donc, on guette. Et à l'occasion, le Dieu est fait, on essaie de prendre la fille pour que l'autre garçon ne profite pas, ne bénéficie pas. Mais dans ce domaine, lorsque quelqu'un vient arracher une fille sans son consentement, ça se passe comment? Là aussi, il y a des rites, non, dans la coutume. Oui, généralement, quand il y a déjà son consentement, puisqu'elle a embarras de choix. Ah, ok, c'est qu'il y a déjà son consentement. Elle a son consentement. C'est qu'elle est complice de son mari. De cette qu'elle l'a kidnappé. Voilà. Non, ce n'est pas du kidnapping, en fait. Dans ce domaine de rap là, il y en a aussi 2 aspects que je veux compléter, l'honorable député. Vous savez, la fille elle-même peut choisir de regagner un garçon qu'elle aime, et si par exemple elle ne s'intéresse pas au choix des parents. Et le parent, lui, il lui a choisi un garçon, mais elle a peut-être son petit copain qui est quelque part là. Elle quitte un soir pour aller regagner ce monsieur-là. Et là, quand elle découche déjà chez lui, les parents, ils prennent acte, ils ne feront qu'honorer les procédures de versement de dot, etc. Mais l'autre côté du rapt aussi, et là, moi j'ai choisi, par exemple, tel me marier avec telle fille-là, mais les conditions, par exemple, exigées pour le paiement des dots, il faut faire toutes ces étapes-là. Je trouve que c'est assez long et je suis pressé de posséder ma femme-là. Je vais demander à quelques gaillards amis qui sont très forts. Bientôt, c'est les fêtes de fin d'année ou bien c'est le village, il y a tel marché de village quelque part. Notre femme là, a l'habitude d'aller et là, ils peuvent monter quelque part, n'est-ce pas, une gare pour l'attendre. Et dès qu'elle arrive, on la prend en courant, peut-être l'autre derrière avec une petite fessée là. Allez, tu cours, et puis on l'amène chez le mari. Et là, c'est une commission, peut-être les gens seront saisis que, attention, tel est arrêté par ses maris. Voilà. Et là, après quelques jours, c'est les parents qui vont descendre pour réclamer la dot. Et là, on tue cabri, poule, tout ce qui bouge. On dit non, attendez, on va négocier parce que c'est la procédure normale du mariage. Temporise un peu, les gens ils s'assiedent et puis on commence par les accueillir. Et on discute un peu la dot et on leur donne un peu quelque chose. Ils regagnent et la famille et la fille. Donc il y a beaucoup d'avantages. Dans votre coutume, que représente la virginité d'une fille qui est chez ses parents? Une fille vierge qui est chez ses parents jusqu'au mariage, qu'est-ce que cela représente? C'est d'abord l'honneur. C'est d'abord l'honneur. Et la fille, elle est entre-temps, pendant les périodes de fiançailles, tu n'as pas le droit de toucher à
ta fiancée là, vous gardez copieusement et dès que tu commets une erreur, tu la couches déjà, elle ne va plus rester chez son père. Jamais. Jamais. Automatiquement. Elle quitte avec toi. Elle dit, mais tu l'as déjà connu, tu vas la laisser à qui? Elle va quitter avec toi. Ok. Donc, c'est la virginité, vraiment, c'est vraiment sacré. C'est sacré. C'est sacré. Et comme je l'ai dit. Le mariage traditionnel, c'est un peu comme le mariage biblique. Biblique, oui. Pendant les fiançailles, vous ne devez pas vous toucher jusqu'à ce que, et là, la fille garde sa virginité. Oui, bien sûr. Et le monsieur, bon, on suppose aussi qu'il est vierge, donc c'est le seul tranquille, oui. Voilà. Oui. Donc, le jour du mariage, quand on amène la fille, je disais que c'est ses frères et autres qui l'amènent, mais pour consommer le mariage, c'est un truc traditionnel qui se fait. Le jour J, on vous met dans la même chambre. Entre-temps, il y a une calebasse d'eau qui est exposée toute la nuit. Et la fille a son parrain. Toi, tu as son parrain et la fille a sa marraine. Oui. Donc, vous couchez, mais pas sur le même lit. Si le garçon est sur le lit en haut, on met une natte par terre pour la fille. Mais vous n'avez pas encore l'obligation de vous toucher. Pas encore. Vous êtes dans la même chambre. Très tôt le matin à 4 h, la marraine sort la fiancée et puis le parrain sort aussi le garçon. On vous amène au niveau de la toilette et on vous lave. Et après on vous pointe de kaolin, d'huile. Et c'est en ce moment seulement qu'on vous ramène dans votre chambre et vous pouvez consommer votre mariage. Et là, si la fille virginité et qu'elle célèbre ce mariage-là, coutumière-là, et il y a des conséquences. Surtout, quelquefois, c'est sur les enfants. Donc la virginité au départ, mais maintenant, les choses, il y a des dépravations de mœurs. Oui, ça c'est la dépravation de mœurs. Voilà. Donc, pour nos sœurs qui vont suivre cette émission, bon, comme j'ai l'habitude de dire, une fille vierge, c'est une forêt sacrée. Une fille, a dit la virginité d'une fille, c'est sacré. C'est seulement seul l'initié qui a le droit de pénétrer. Bon, moi j'appelle ça forêt sacrée. Donc c'est seul l'initié qui a l'accès d'entrer dans cette forêt sacrée. Et une fille, elle est faite, à mon avis, pour un seul homme. Et c'est pour la vie. Oui. Donc les sœurs, vous allez comprendre ça et vous allez essayer de faire ça pour votre bien et pour l'honneur de votre famille. Votre Majesté, quelle est la relation entre belle-mère et belle-fille dans le mariage, lorsque la fille a déjà regagné sa belle famille, entre la belle-mère et belle-fille? Comment est cette relation? Quelle ambiance ça existe? Bon, la belle-mère, elle considère toujours la fille comme sa propre fille. Hein, parce que quand vous vous mariez nouvellement, le jeune garçon, il n'a pas encore une autonomie. Vous savez, donc quand le mariage est consommé, la fille, elle est toujours gardée par sa belle-mère. Oui. Elle prépare, elle cuisine là dans la maison de la case de la belle-mère. Oui. J'appelle ça case d'abord. Dans la case, le foyer de la belle-mère. Oui. Le soir, elle ramène la petite boule à son mari. Et elle est toujours gardée là jusqu'à ce que le couple ait son autonomie. Ils ont leur champ. Et quand le garçon, il sait déjà qu'avec sa femme, ils sont autonomes, il peut maintenant être capable d'élever sa femme. Oui. En ce moment, elle peut quitter, n'est-ce pas, l'autorité de la maman, où elle garde une entière soumission. Voilà, c'est ça. Okay. Parce que dans notre coutume, on dit la belle-mère ne parle pas encore avec sa belle-fille, il faut encore un temps. Non, chez nous, c'est pas ça. Il n'y a pas ça. Okay. C'est automatique. Ok, c'est bien. Comme c'est sa fille aussi, c'est sa nouvelle fille. En tant que... Par contre, c'est le garçon qui ne mange pas sa belle-mère. Ok, le garçon ne mange. Le garçon ne mange pas devant sa belle-mère. Ok. C'est cette richesse-là qu'on veut partager à nos chers téléspectateurs qui nous suivent chaque jour. En tant que garant des us et de coutumes, quelle est votre appréciation concernant, maintenant un peu dans le monde, on parle de mariage pour tous, c'est-à-dire un homme peut marier un homme, une femme peut marier une femme. Et quel est votre avis face à cela? Non, ça n'existe pas chez les Lélé. Non, nous on n'accepte pas ce mariage homme-homme, femme-femme, ça n'existe pas chez les Lélé. Le mariage se fait toujours avec deux personnes de sexe opposé. Voilà, ça c'est la tradition. Oui. Donc, chers téléspectateurs, vous avez bien suivi. C'est entre hommes et femmes, là on appelle le mariage, n'est-ce pas? Vous savez, même
quelqu'un de la communauté Lélé qui va tricher même avec une autre. Si c'est une de ses cousines, quelquefois c'est la honte. Mais on l'attend. On a une période là de danse, de Walga. Et c'est publiquement qu'on va l'exposer. Les gens, à l'occasion de cette danse-là, ils vont composer un chant pour dire que lui, voilà, cette ville-là, il est incapable d'aller choisir une fille de l'autre côté, voilà. Il va toucher sa cousine. Donc on va l'exposer. Oui. C'est la sanction comme ça. C'est la sanction. Donc, et généralement, des personnes comme ça, à l'approche de ces fêtes-là, ils fuient. Ils fuient le village. Ils fuient le village. Parce qu'ils savent ce qu'ils attendent un peu. Donc c'est interdit, le mariage entre cousins et cousines. C'est trop proche, c'est interdit. Ok. Là où je disais tantôt que c'est le tognon. C'est le tognon, oui, ok. Et encore une chose. L'esprit mauvais va vous poursuivre. C'est la prohibition de l'inceste, on dit comme ça qu'elle parle aussi. Et qu'elle parle aussi, on dit, les gens parlent de mariage par contrat. Elle dit l'homme décide de vivre avec la femme pendant 3 ans et à la fin, la femme peut aller recommencer sa vie, l'homme peut aller recommencer sa vie. Comment la tradition voit ça? Non, quand tu prends ta femme, c'est pour toute la vie. C'est pour la vie. C'est pour la vie. Okay. On te l'amène vierge et tu vis avec elle, elle te fait des enfants. Quand elle est morte, bon là les parents peuvent amener le corps. Ils reprennent leur fille pour aller enterrer. C'est les parents de la fille peuvent la récupérer. Okay. Et là même tu peux négocier et enterrer ta femme, il n'y a pas de problème. Okay. Face à cette dépravation de mœurs, qu'avez-vous à dire, Sa Majesté, à votre peuple et à d'autres qui vont suivre cette émission? Parce que maintenant c'est autre chose. Vous savez que nous sommes dans un monde où maintenir la coutume semble très difficile. Trop difficile. Parce que avec les médias actuels, vous voyez ça, l'évolution du monde, les jeunes, ils copient tout ce qu'ils voient ailleurs. Ils copient tout ce qu'ils voient ailleurs et ils veulent l'appliquer. C'est là où les autorités traditionnelles, nous mettons du paquet pour sensibiliser les jeunes, les papas. Attention, nous avons nos mœurs, nos coutumes que nous devons respecter. Parce que quand vous violez ces traditions-là, il y a toujours des sanctions. Il y a toujours des sanctions parce que vous ne pouvez pas vivre isolé d'un peuple qui vous représente. Quand vous vivez dans le milieu, vous êtes obligé de vous conformer, n'est-ce pas, selon les règles sociales qui régissent le milieu. Sinon, au cas contraire, ce n'est pas facile. Vous savez, nous avons, par exemple, le maître de la tradition rituelle. C'est eux qui sanctionnent beaucoup ces cas. Par exemple, ce qui se passe en ce moment, parce que on ne le considère plus, parce que, comme Sa Majesté a dit, on copie les autres. Bon, c'est un phénomène social, c'est vrai, la dépravation des mœurs. Les gens ne respectent plus les choses. Et on est en train d'aller vers un dérapage. Donc, il faudrait des mesures au niveau familial, au niveau aussi de l'État, pour essayer de corriger cette façon de faire sur la dépravation des mœurs. Notre tradition, nos coutumes, c'est ça qui fait notre identité. C'est ça qui fait notre identité. C'est d'abord l'identité de nos ancêtres. Et ils ont bien préservé, on est venu trouver. On a le droit aussi de préserver, d'embellir cette identité pour que nos enfants et nos arrière-enfants aussi puissent être... Parce que c'est les bénéficiaires, les futurs bénéficiaires. Donc, on devrait vraiment penser à la source. Bien sûr qu'il y a le développement, bien sûr qu'il y a l'évolution du monde, mais cette évolution ne doit pas feindre cette magnifique, cette relation sacrée qui est entre nous et notre essence. Donc, la jeunesse et toutes les couches sont appelées à vraiment veiller sérieusement sur notre identité. Est-ce que votre ethnie s'ouvre à d'autres ethnies dans le domaine de mariage? J'allais oublier cette partie. Est-ce qu'un Gouran peut marier un Lélé à une fille Lélé, ainsi de suite? Est-ce que ça se passe comment? Ils sont nombreux, nos frères Lélé qui se sont déplacés pour des services vers le nord ont amené des femmes. Elles sont là et on s'ouvre dans toutes les régions. Vous allez voir que c'est mix et c'est très bien. Et je ne sais pas, comment ça se passe lorsque c'est une autre ethnie qui vient? C'est le même rite ou bien il y a encore autre chose à... Oui. Bon, on dit que
on ne se marie pas à l'intérieur du clan, ça veut dire qu'on s'ouvre aux autres. Oui. Ouais. Et la communauté Lélé, on va se marier même avec les Ndambaye, des Mundang, des Tupuri, et toutes les autres ethnies, hein, vous allez les retrouver dans la communauté Lélé. On va vers ses parents, on ramasse les filles. Et de la même façon, si quelqu'un d'autre marie une fille Lélé, c'est-à-dire la personne doit se soumettre à votre tradition, c'est ça, à vos coutumes, à votre coutume? Ou bien c'est la coutume bon, de l'homme. Bon, si ce n'est pas un Lélé, si c'est quelqu'un d'ailleurs, si c'est un Goulé qui veut se marier à une fille Lélé, c'est-à-dire on suit la tradition des Goulés, ou bien comme c'est la femme, c'est Lélé, on doit suivre la tradition, amener les choses comme si c'est les Lélé qui se marient. Bon, si c'est les remises de dot, nous on n'est pas très exigeants. Ok. On n'est pas très exigeants. Mais là où la communauté qui prend, qui vient vers nous, là où nous on ne tolère pas, c'est après le décès. Après le décès de la vie. Oui. Il faudrait qu'ils comprennent que la communauté ne laisse pas leurs enfants enterrés ailleurs. Ok. Et là, ça c'est notre coutume. Mais à part ça, il n'y a pas de... C'est les deux. Sa Majesté a dit, si la femme a des grands-enfants, et qui sont respectueux de leur oncle, et là, c'est les oncles maternels qui vont accepter, dire que mais vous êtes déjà grand, vous avez de bonnes relations avec nous, donc vous pouvez entrer votre mère devant chez vous. Sinon... même si c'est un fils Lélé qui s'est marié à une autre fille et qu'il est décédé, on doit obligatoirement ramener le corps au pays Lélé. C'est la coutume. C'est la coutume, ok. Merci. On s'ouvre normalement et c'est cela qui fait, ça fait une circulation des connaissances. Hein. Ok. Pour finir, parce qu'on est presque à l'heure, votre message par rapport à cette délinquance juvénile, Sa Majesté et honorable député. Les jeunes ne copiez pas bêtement ce qui vient d'ailleurs. Enracinez-vous dans vos coutumes. Et là, je profite aussi un peu de l'occasion pour lancer un message aux parents. Permettez aussi que les enfants puissent voyager dans le terroir, hein, pour qu'ils apprennent. Qu'ils reviennent à la source. Voilà. Qu'est-ce qui se passe exactement là-bas? Oui. J'avais posé une fois la question à certains élèves. Est-ce que vous connaissez votre terre natale? Et là, certains m'ont dit que non, nous sommes nés en Djamena, nous sommes nés en Djamena. Grandi en Djamena. Voilà, grandi en Djamena, parce que ils disent que non, papa nous dit de ne pas aller là-bas, parce que c'est les sorciers. Vous voyez, quand on inculque déjà des idées comme ça aux enfants, ce n'est pas bien. Permettez que les enfants bougent. Ils partent au village, ils s'enracinent dans leur culture, et là, ils maîtrisent mieux l'évolution du monde. Oui, voilà, c'est vrai. Ok, merci. Bon, la dépravation des mœurs, moi je vois que, premier cas, ça se situe à plusieurs niveaux. C'est au niveau familial. Est-ce que les enfants ne sont pas encadrés, bien encadrés? Puisque tout ce qu'ils font, ça va à l'encontre des interdits, par exemple. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Merci. 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 Merci.